Après avoir vu ô combien dans le précédent exposé le milieu intérieur était négligé et que toute la doctrine, la théorie pasteurienne était basée sur le milieu extérieur et une interprétation erronée et des faits mis de côté, notamment des observations au niveau des éléments figurés du sang, par exemple, comme l'a fait le professeur Antoine Béchamp, des éléments mis de côté, une interprétation plus, comme le dit le docteur Yves Cousigou dans cet exposé, du domaine de la métaphysique, alors que les faits, eux, sont scientifiques. L'interprétation personnelle des faits, comme l'a fait Pasteur, fait dire au docteur Cousigou donc qu'il est dans de la métaphysique et non plus dans de la science. Donc en toute logique, après avoir mis le point sur cette regrettable négligence du milieu intérieur, cette théorie de l'asepsie cellulaire qui, selon le docteur Yves Cousigou, comme il en rapporte les travaux de Béchamp, Bernard Tissot, toujours, est une théorie erronée. Le milieu intérieur et la cellule ne sont pas aseptiques. En toute logique, il nous propose ici, bien sûr, un chapitre sur prophylaxie par la soumission à l'ordre naturel. Donc la prévention des maladies et se prémunir naturellement des états morbides, du développement des maladies par la soumission à l'ordre naturel. Donc le mot soumission employé ici est à voir avec une interprétation, donc par le fait de suivre les lois naturelles ou par le fait de reconnaître et de se conformer aux lois naturelles après les avoir étudiées et comprises, bien sûr. Voici ce qu'il nous dit donc. Le milieu intérieur de tout être est prodigieusement structuré, différencié, organisé, et il est illusoire et utopique de vouloir le façonner de l'extérieur par une sorte de biologisme historique comparable au matérialisme historique. Les appareils vivants, tous différents les uns des autres, résultent de l'agencement de leurs éléments constituants et de la loi fonctionnelle qui leur a été imposée à chacun dès leur création. Ils sont par conséquent tous soumis à un ordre naturel. Alors il est vrai que dans la compréhension du monde du vivant, et notamment en microbiologie ici, on ne se pose pas plus la question que dans d'autres domaines sur d'où viennent tous ces éléments, même microscopiques comme ici au niveau des microbes, donc virus, bactéries, on pourra parler des parasites ici, même si c'est un petit peu plus gros, mais d'où viennent tous ces éléments, toutes ces vies microscopiques. Ici, donc, il est posé en constat que ces éléments microscopiques sont par conséquent tous soumis à un ordre naturel avec les lois qui leur ont été imposées à chacun dès leur création. Les microbes eux-mêmes ne sont pas une catégorie d'êtres à part créés et disséminés dans le milieu extérieur pour corrompre les autres êtres vivants. Ils sont au contraire de même nature qu'eux, puisqu'ils proviennent tous par des différenciations des cellules des divers êtres vivants actuellement ou ayant vécu dans le passé. L'homme peut être atteint de troubles physiologiques déterminés par la nutrition de deux sortes de microbes. Les microbes exogènes, provenant par dédifférenciation d'une cellule extra-organique, c'est la contagion exogène. Donc ça, c'était la première sorte de microbes, les microbes exogènes. Deuxième sorte de microbes, les microbes endogènes, provenant par dédifférenciation d'une cellule anatomique. Ici, on a donc affaire à la contagion endogène et héréditaire. Actuellement, donc entre les années 50 et 90, où écrivait le docteur Yves Cousigou, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, donc actuellement est toujours aussi vrai. Actuellement, il existe une troisième sorte, les microbes vaccinaux provenant des laboratoires, ou microbes iatrogènes. Le problème chez tout malade atteint d'une infection
est de savoir d'où tire son origine le microbe qui, évoluant dans son organisme, y détermine une anharmonie physiologique, autrement dit des troubles morbides, autrement dit encore des symptômes de maladie. Ceux qui prétendent que l'homme est né aseptique et que sa scepticité lui vient de l'extérieur, d'une atmosphère viciée, commettent une erreur semblable à celle de ceux qui prétendent que l'être humain est né bon et que sa malice lui vient de l'extérieur d'une société corrompue. Le milieu n'est pas une espèce de vêtement dont on peut changer à sa guise, et tout être vivant est uni à son milieu naturel par de profondes relations. Les microbes anatomiques ne deviennent pathogènes que du fait de l'insoumission de l'homme à l'ordre naturel, ce qui détermine leur dédifférenciation et leur variation fonctionnelle. Les mesures d'hygiène doivent non seulement être appliquées au milieu extérieur, mais aussi et surtout au milieu intérieur qui est le plus important. Alors là, on peut faire une parenthèse dès maintenant, puisqu'effectivement, en ce qui concerne la vaccination et le fait que certaines personnes et toute chose doit pouvoir être discutée et réévaluée si tout n'est pas clair, et c'est le cas de la vaccination, puisqu'il y a certaines personnes qui évoquent la possibilité que les vaccins à eux seuls n'auraient pas éradiqué les maladies infectieuses, mais que ce serait effectivement donc les améliorations des conditions de vie, des conditions de sécurité, donc plus de guerre, plus de déplacement de population, plus d'exode, l'alimentation, donc les conditions nutritionnelles, la qualité de la nutrition des individus, en plus de l'hygiène corporelle, de l'accès à de l'eau potable et à des toilettes. Il y a aussi peut-être à évoquer dans le fait que les vaccins ne seraient pas seuls à pouvoir se prévaloir d'avoir éradiqué les maladies infectieuses et que les grandes épidémies grâce aux vaccins se seraient terminées grâce uniquement aux vaccins. Et si c'est uniquement pour partie, pour quelle part? Est-ce que c'est 80%, 50%, 20% grâce à la vaccination que les maladies infectieuses et les grandes épidémies ont disparu? La question est posée, la discussion est ouverte, elle doit pouvoir avoir lieu, les données doivent être reprises, celles qui ont été oubliées doivent être ressorties des dossiers, les faits doivent être pris en compte et non pas des interprétations pour se placer en sauveur du monde grâce à des vaccins. Et cette hygiène au niveau du milieu intérieur et de la nutrition des corps humains en fonction des besoins, sachant que l'on fonctionne avec ces petites briques, donc on ingère des grosses briques cassées en plus petites briques qui vont servir à édifier cette maison précieuse qui nous a été donnée à la naissance, qui est notre corps physique. L'amélioration de l'hygiène du milieu intérieur serait-elle aussi très intéressante? N'est-il pas à évoquer dans l'éradication des maladies? La question est posée, j'ai fait une grande parenthèse. Donc aussi bien l'hygiène du milieu extérieur a été importante pour la disparition des maladies, mais on peut aussi évoquer l'hygiène de plus en plus importante à laquelle on fait de plus en plus attention, malheureusement trop peu de personnes, l'hygiène du milieu intérieur et la façon dont on nourrit notre corps, toute nourriture confondue d'ailleurs, que ce soit l'alimentation, mais on peut étendre encore à l'hygiène émotionnelle, au stress psychologique, stress physiologique sur la cellule avec des éléments extérieurs, les pollutions. Voilà, la liste est très très longue sur l'intérêt de prendre soin du milieu intérieur et d'avoir une hygiène de son milieu intérieur. Nous continuons. Donc sur ces mesures d'hygiène qui doivent non seulement être appliquées
au milieu extérieur, mais aussi et surtout au milieu intérieur, qui est le plus important. L'homme est responsable du milieu intérieur, du milieu héréditaire dont il a hérité biologiquement, et s'il le dégénère par une insoumission aux lois morales et physiques de la vie saine, voir les travaux de Carton et Carrel, il verra apparaître chez lui ou sa descendance des troubles morbides endogènes dont la véritable cause est la lésion dégénérative et dont la cause seconde ou effet est le microbe endogène. Si ces troubles morbides ou dysphysiologiques persistent, ils prédisposent au mordançage dans les humeurs impures de microbes de provenance exogène, les antibiotiques physiologiques n'exerçant plus leur rôle protecteur. Je vous renvoie pour cela à la vidéo traitant de cet exposé donc sur nos antibiotiques naturels qui nous protègent donc de manière physiologique. Ici, le docteur Yves Cousigou donc pointe le constat, la conséquence que dans ce cas, à la fois quand le milieu intérieur est perturbé et que notre hygiène de ce milieu intérieur n'est pas correcte, alors le milieu extérieur et les microbes exogènes viennent aussi mettre à mal l'équilibre physiologique de l'être humain, de l'individu unique, et ses propres antibiotiques naturels, antibiotiques physiologiques, n'exercent plus leur rôle protecteur. Les mesures d'hygiène doivent être appliquées à toute cellule, alimentaire ou non, et le cultivateur lui-même devrait être un véritable hygiéniste. En tant qu'être humain, il se soumettra aux lois naturelles, morales et physiques de la vie saine pour éviter de dégénérer son propre terrain organique et celui de sa descendance. En tant qu'agriculteur, donc pour la production de sa nourriture donnée par la terre, en tant qu'agriculteur, il devra prendre des mesures d'hygiène culturale, voir le livre Équilibre minéral et santé de Favier, donc à la librairie paru à la librairie Lefrançois à Paris. On a beaucoup d'autres livres qui vont traiter aussi de ce sujet depuis, donc sur les mesures d'hygiène culturelle, pour que ces productions donc de céréales et de légumes et de fruits aient des protoplasmes bien différenciés et bien stables pendant la période où ils seront absorbés par les consommateurs. Un déséquilibre minéral dans le sol, avec des abus d'engrais chimiques, manque d'engrais magnésiens, méconnaissance de la physiologie du sol labouré, etc., etc. Donc ici, le docteur Yves Cousigou était déjà bien au fait de la façon dont on allait rendre stériles tous ces sols et la nourriture cultivée sur ces sols qui deviendrait impropre à la consommation tellement il n'y a plus aucun nutriment ou quasiment aucun dans ces fruits et légumes et céréales. Donc il écrivait déjà ceci dans les années 50, mais avec l'après-guerre et la révolution verte, le tout chimique dans les champs et sur les arbres, on en arrive aux catastrophes d'aujourd'hui au niveau de la qualité des aliments cultivés. Donc le déséquilibre minéral dans le sol déterminera une dysphysiologie cellulaire, un déséquilibre protoplasmique dans les productions de cette terre carencée minéralement et biologiquement. J'ouvre une petite parenthèse. Qui prend soin des éléments cellulaires que constituent donc tous ces aliments produits par des terres cultivées aujourd'hui depuis tellement de décennies avec des produits chimiques, qui a maintenant à cœur de remplir son corps avec des aliments physiologiques, à la fois physiologiques mais aussi cultivés sur des sols sains, et qui tient compte de cette anomalie grave dans l'équilibre pour atteindre la santé, plutôt que de voir des ennemis partout avec des microbes et dans une manie et folie vaccinale qui atteint des summums comme on le voit aujourd'hui en 2017,
sans se préoccuper de la qualité de ses aliments et de son alimentation, entre autres hygiène du milieu intérieur qu'il est important de prendre. On ne peut pas se déresponsabiliser ainsi des pratiques que l'on a au quotidien avec notre corps, et puis ensuite dire oh là là, mon enfant, quand il a fait sa coqueluche, c'était horrible, alors le petit, le second, le troisième, je vais les vacciner parce que je veux pas que ça recommence. Oui. Quel était l'état au niveau de son équilibre nutritionnel, au niveau des aliments donnés à cet enfant, sans culpabiliser les parents, bien sûr. Hein, il est difficile de plus en plus de trouver des aliments sains aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une question d'argent non plus, ça n'est pas le plus gros obstacle, mais sans culpabiliser personne. Comment ce milieu intérieur de ces enfants, les parents ont à cœur d'en prendre soin et ont cette connaissance. Après, on ne peut pas, si ça n'est pas fait, se déresponsabiliser des désordres et des équilibres engendrés et de la maladie qui se passe beaucoup moins bien, voire même très mal. Mais les facteurs influençant la façon dont un système immunitaire naturellement peut faire une maladie infantile, on le rappelle, hein, pour la coqueluche comme oreillon, rougeole, rubéole, ce sont des maladies infantiles qui avant passaient très bien. Aujourd'hui, le système immunitaire d'un enfant, d'un bébé à la naissance, dans quel état est-il avec des parents qui sont dans quel état de santé? Depuis 3 générations où on cultive nos sols avec des produits chimiques, des pesticides en quantité énorme qui s'accumulent et qui sont dans des doses persistantes et que l'on retrouve dans le lait maternel et que l'on retrouve de parents à enfants, sans compter l'intoxication aux métaux, que ce soit les amalgames dentaires ou par la nourriture également, et tout ça s'accumule. On sait très bien que la première mesure pour un système immunitaire opérationnel, c'est une alimentation saine avec des nutriments suffisants et donc un équilibre nutritionnel et micronutritionnel, toutes ces petites briques qui composent le corps, correctes. Si ces équilibres ne sont pas corrects et donc si les lois naturelles sur lesquelles est basé cet équilibre ne sont pas respectées, évidemment, la maladie se développe. Mais on n'attrape pas des microbes. On développe une maladie, à la fois avec des microbes, des bactéries et virus endogènes, et à la fois, après, ce sont les exogènes, comme c'est si bien expliqué ici, les microbes exogènes qui arrivent. Voilà pour le petit paragraphe donc sur l'agriculture, où il est aussi très important donc de prendre soin des sols. Le professeur Tissot, dès 1926, avait établi que la plupart des maladies végétales de la vigne du blé, donc rouille, carie pour ces maladies, du maïs, de l'avoine, de l'orge, le charbon est cité comme maladie, des fruits, des arbres, etc., sont dues à des virus endogènes tirant leur origine du protoplasme même de ces végétaux. Donc même démonstration pour les végétaux, maladie avec des microbes endogènes. Il faut tenir compte des oligoéléments, des micro-organismes, etc., du sol et l'emploi inconsidéré d'engrais chimiques, d'insecticides, d'anticryptogamiques bouleverse son équilibre biologique et minéral. Le médecin doit étudier la physiologie normale du sol qui nourrit ses malades. Notre notion de terrain en naturopathie, donc. Comme il doit également étudier la physiologie des champs maritimes dont les fruits de mer constituent un apport nutritif des plus importants. Ces études physiologiques, comme celles des espaces aériens, doivent être complémentaires de l'étude du terrain héréditaire des êtres humains. Les agronomes doivent participer à la médecine préventive en équilibrant minéralement et biologiquement les sols pour obtenir des produits alimentaires sains, facteurs de santé pour l'être humain et pour l'animal.
Dans la presse médicale de 1939, le professeur Lesage constata qu'il est hors de doute qu'une maladie du bétail essentiellement parasitaire, la pyroplasmose, authenticité du pyroplasme trouvé dans le sang des animaux par Lesage, confirmé par Laveran et Ménil. Donc cette pyroplasmose peut être supprimée par le seul fait d'une modification de la constitution du sol, avec un apport de phosphate naturel, donc entre parenthèses, sol sur lequel vivent les animaux. Et il se demandait donc, Lesage, le professeur Lesage se demandait si ces phénomènes relatifs à la malaria bovine ne se reproduiraient pas avec la malaria humaine. Monsieur Villain a guéri certaines maladies animales, se référait donc à son livre « Équilibre minéral et santé » toujours. Il a guéri certaines maladies animales sans remède et en donnant seulement des produits alimentaires provenant d'un sol qu'il équilibrait minéralement, avec un apport de magnésium et de sodium, donc entre parenthèses. Les travaux de messieurs Villain frères qui pensaient que la décadence des nations marche de pair avec l'épuisement progressif des sols ont été confirmés en grande partie par les recherches de l'américain Kuck, donc K-U-C-K, défendu par l'écrivain célèbre Louis Bromfield, qui a précisé ce qui suit. Nous citons donc cet écrivain Louis Bromfield. Un des progrès d'importance considérable qui ont été réalisés dans l'espace d'un tout petit nombre d'années est relatif à la nutrition. Les relations qui unissent les sols et les substances minérales à la santé et à la vigueur des plantes, des animaux et des êtres humains. Pour apprécier la valeur d'une alimentation, ce n'est plus la quantité que l'on envisage, mais bien plutôt la qualité. Et c'est par une alimentation parfaitement équilibrée que l'on cherche à obtenir l'immunité bien plutôt que par les inoculations. Fin de citation. Donc, dans l'écosystème global de l'être humain, dans son environnement et avec son alimentation, on observe donc les mêmes déséquilibres, que ce soit à l'intérieur du corps ou sur les sols en agriculture, et ce sont les mêmes règles naturelles qui ne sont pas respectées et qui engendrent les déséquilibres qui mènent à la maladie. Alors il est intéressant ici de voir qu'en médecine vétérinaire, on est bien plus en avance en micronutrition ou nutrithérapie toujours, c'est-à-dire en soins par les micronutriments, donc ces petits éléments de nature, de taille microscopique, hein, on est au-delà du nutriment lipides, glucides, protéines, on est sur la petite brique, donc comme sont les acides aminés, les acides gras, les phytonutriments issus des plantes, les antioxydants qui soient naturels, mais il y en a aussi de synthèse. On est bien plus avancé en micronutrition, en médecine vétérinaire qu'on ne l'est en médecine humaine. Il est d'ailleurs beaucoup plus facile de trouver des complexes de micronutriments extrêmement bien élaborés pour les chevaux, notamment les chevaux de course, tellement leur équilibre nutritionnel et leur santé sont importants pour qu'ils gagnent les courses, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, d'où l'intérêt d'avoir un cheval en très très bonne santé, et la micronutrition de pointe pour les animaux, notamment dans le domaine équin, est extraordinaire. Il est étonnant, entre parenthèses, pour mon commentaire ici, de constater qu'on n'est pas aussi avancé en médecine humaine. Il continue donc avec le professeur Delbey ici, qui a également étudié la relation entre certaines carences, bien sûr le magnésium, puisque le professeur Delbey a pris cet élément comme preuve de guérison, a pu constater que cet élément amenait la guérison en cas de diphtérie et de poliomyélite déclarée, donc chlorure de magnésium,
professeur Delbet et Neveu, souvenez-vous, on en a parlé dans d'autres exposés aussi, et vous en avez peut-être entendu parler déjà ailleurs, bien sûr. Donc il a étudié la relation entre certaines carences du sol et l'apparition du cancer, tandis que d'autres auteurs signalent que des maladies sont dues à la carence du potassium ou de l'iode. Alors, on peut se reporter ici au livre de l'américain, le docteur Jarvis, J-A-R-V-I-S. Il y en a eu d'autres décrits depuis. Ici, le docteur Cousigou cite le professeur Delbet, c'était là aussi dans les années 50-60 et suivantes. Donc, il avait déjà fait la relation entre maladies, notamment carence du sol et apparition du cancer, et des carences en potassium et iode. Donc on a dans ce livre du docteur Jarvis américain, donc aux éditions Robert Laffont à Paris, intitulé « Ces vieux remèdes qui guérissent ». L'hygiène devra être étendue au terrain cellulaire de tous les êtres humains, d'où cette analogie avec le terme terrain aussi bien pour l'agriculture que pour le corps humain. L'hygiène devra être étendue au terrain cellulaire de tous les êtres humains, animaux et végétaux, pour protéger leur protoplasme contre les dégénérescences qui, en dédifférenciant certains microbes anatomiques, font apparaître de véritables fontaines d'où vont sourdre les microbes pathogènes. L'hygiène étendue aux terres labourables protégera les protoplasmes végétaux contre les dégénérescences, et ceci permet de comprendre jusqu'à quel point un fermier peut être responsable, indirectement ou involontairement, de certaines maladies infectieuses prenant naissance dans son organisme, dans sa famille, dans sa clientèle, chez ses animaux et même chez ses végétaux. Toute cellule différenciée pouvant être source originelle de microbes pathogènes, le commerce de denrées alimentaires devra être contrôlé par de nombreux hygiénistes et biologistes qui vérifieront qu'il n'y a pas d'aliments virus, se référer au professeur Jules Tissot toujours, dans les maisons de commerce, dans les cuisines collectives et familiales, tout en préconisant les mesures de propreté habituelles. Donc à la fois microbes endogènes et à la fois microbes exogènes avec les mesures de propreté habituelles. Et pas seulement l'hygiène extérieure, il y a l'hygiène à l'intérieur de l'aliment avec les microbes endogènes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vu dans les cuisines collectives, bien sûr, en s'approvisionnant en produits alimentaires, et pas plus non plus, ou que trop rarement, à la maison. Se nourrir de produits alimentaires physiologiques et d'aliments provenant d'une agriculture respectueuse des sols, la meilleure étant donc la culture dans les jardins, le jardin familial, les jardins familiaux partagés, au pire l'agriculture biologique, mais déjà en agriculture raisonnée, on n'y est plus. Les déséquilibres sont engendrés. Donc ces mesures d'hygiène appliquées au sol et aux cellules seront suffisamment efficaces si elles sont propagées par l'enseignement médical. Et nous donnerons une protection conforme au devoir que nous avons de nous soumettre aux lois physiques et morales de la vie saine. C'est une protection, une immunité naturelle basée sur le bien, par la soumission à l'ordre naturel, on pourrait dire, par la compréhension du bien fondé de ces lois enseignées par la nature, des enseignements de la nature, et le fait de suivre ces lois. Voilà pour ce long chapitre très intéressant encore, où à la fois l'hygiène du milieu extérieur et l'hygiène par la propreté et l'asepsie
des éléments qui servent pour le médecin, pour le chirurgien, à la maison, bien sûr, l'accès à l'eau potable, l'accès à des toilettes. Cette première hygiène du milieu extérieur était primordiale pour améliorer l'incidence des maladies. On n'en est pas encore avec l'importance qui devrait être donnée à la même hauteur, au moins autant, voire plus, à l'hygiène du milieu intérieur et à cet équilibre aussi bien au niveau du corps humain qu'au niveau des éléments qui vont être mis dans ce corps, quel qu'il soit. Voilà pour cette réflexion dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura encore apporté beaucoup d'éléments pour votre réflexion. À très bientôt.